Bonjour et bienvenue dans Ça parle Immo, le podcast qui humanise les acteurs de l'immobilier et où on va découvrir ensemble les coulisses de métiers passionnants, notaires, diagnostiqueurs, marchands de biens, constructeurs de maisons et tout de suite notre invité du jour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça parle Immo. Aujourd'hui nous recevons Anthony Murcia, notaire. Alors notaire c'est une profession qui interroge beaucoup, qui pose beaucoup d'éléments de questions et on va pouvoir les éclaircir aujourd'hui ensemble. Anthony, bienvenue. Je suis très heureux de t'avoir dans Ça parle Immo pour cet épisode, c'est un vrai plaisir de te recevoir. On va avoir un petit temps d'échange ensemble sur pas mal de sujets, on va essayer d'établir le rôle du notaire, donner du conseil aussi. Une première question assez concrète, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le rôle d'un notaire ? Un notaire, c'est un officier public. C'est un professionnel qui peut être amené à t'accompagner et accompagner les gens dans des moments importants de leur vie, des moments qu'on peut qualifier d'heureux, lorsqu'on achète une maison, lorsque l'on doit réaliser une donation pour sa famille, mais aussi des moments qui parfois sont moins heureux. Ça peut être une séparation, donc un divorce ou une succession. Voilà. Et dans tous ces moments-là, nous, on doit être présents pour conseiller les clients. Avec plus de moments heureux ou malheureux, tu as une proportion c'est la base du marché immobilier aujourd'hui, de toute façon c'est 75% sur les transactions de situations d'obligation, avec des gens qui sont un peu captifs du marché de l'IMO. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens beaucoup, qui a évolué, ou tu es toujours dans les mêmes proportions ? Je pense que notre profession, de toute façon, elle n'est pas sectorisée. Il peut y avoir des études un peu plus spécialisées que d'autres, mais notre métier, c'est vraiment de recevoir des clients et notre quotidien, il est, entre guillemets, animé par des rendez-vous de tous horizons. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, entre guillemets, tous les jours ce qu'on peut avoir, si ce n'est l'intitulé de notre rendez-vous, que ce soit une succession, une donation, un divorce, une vente immobilière, mais on fait vraiment de tout et les proportions, entre guillemets, peuvent varier au niveau économique, effectivement, selon que le marché immobilier se porte bien, on peut faire plus de ventes à un moment que d'autres, mais après, tout ce qui est, par exemple, le champ des successions ou des séparations n'est pas forcément lié à l'activité immobilière. Et comment tu deviens notaire alors ? C'est comment, dans ce parcours-là, on arrive à devenir notaire d'État, parce que c'est un homme de loi, une femme de loi. Comment tu t'en arrives à ça ? Quelles études on a, entre guillemets, le plus souvent, parce qu'il y a différents parcours, on dit qu'on a un parcours plutôt universitaire, il y a aussi une voie professionnelle. De manière générale, il y a 5 ans d'études, et à l'issue de ces 5 ans d'études, on a 2 années qu'on passe dans un centre de formation professionnelle de notaire, avec après la possibilité de soutenir un rapport de stage et devenir diplômé notaire. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est notaire à l'issue de ce diplôme. Donc c'est 5 ans de droit, en gros, 2 ans de notaire stagiaire, si je comprends bien. Et donc après tu soutiens une thèse, et ensuite seulement, selon les possibilités, les moments, et c'est un peu ce qu'on... C'est pas tout à fait une thèse, ça peut être un rapport de stage ou un mémoire, mais c'est pas une thèse à proprement parler. Mais ce que je voulais dire, c'est que à l'issue de ce diplôme, on est donc diplômé notaire. D'accord. Mais on n'est pas notaire pour autant. C'est-à-dire que le plus souvent, on a une qualité qu'on appelle notaire assistant. On travaille dans nos études, le plus souvent les gens ont l'habitude de dire clerc de notaire, mais en réalité on est notaire assistant parce que diplômé, on fait souvent des dossiers qui sont un peu plus exigeants que d'autres personnes qui nous aident à faire ce métier de clerc de notaire, mais qui n'ont pas forcément le diplôme de notaire. Ok, je ne savais pas du tout que le clerc de notaire était diplômé notaire. Il peut l'être, c'est-à-dire que quand je dis ça, c'est-à-dire que on associe souvent le clerc de notaire comme étant celui qui accompagne le notaire dans la gestion des dossiers. Mais on peut avoir 2 personnes qui nous accompagnent au sein de notre étude qui gèrent des dossiers, dont l'un est clerc de notaire parce que non diplômé notaire, et l'autre que l'on qualifie de notaire assistant parce qu'il a le diplôme de notaire. Voilà. Mais du coup, dans une étude, parce que je vais à ton étude, mais ce sont des modèles qui se dupliquent, j'imagine. Comment se compose une étude ? Donc tu as un clerc de notaire, tu as un notaire qui va acter, mais comment ça se compose plus globalement ? Si on peut avoir une petite photo de ce qui se fait. Alors, ça peut être très variable. C'est-à-dire que le plus souvent, bien évidemment, dans une étude de notaire, il va y avoir au moins un notaire. Voilà, c'est-à-dire la personne qui va être chargée de recevoir les actes, de les authentifier, les officialiser et de délivrer tous les conseils qui sont nécessaires, puisque c'est un peu ça aussi le rôle du notaire. On a souvent l'image de celui qui vient authentifier un acte, mais on a un devoir qui est substantiel, c'est aussi celui du conseil. Voilà. Donc ça va faire partie. Donc on a le notaire
Et eh bien, pour nous accompagner et nous aider dans notre mission, on a les clercs de notaire, mais qui peuvent avoir différentes appellations, on l'a dit tout à l'heure, selon leur diplôme. Okay. C'est plus clair pour moi. Alors, je rebondis parce que tu parles de conseiller d'anticiper. On a reçu dans l'émission Christilia, qui était conseillère de gestion en patrimoine et qui nous a expliqué ce rôle-là justement. Aujourd'hui, c'est quoi la différence entre ton rôle et le sien, ou le rôle d'un CGP en tout cas? Alors, il faut savoir qu'on a sur certains aspects des missions qui sont connexes, c'est-à-dire que le rôle du conseiller en gestion de patrimoine va être un rôle aussi d'anticipation, de structuration, de compréhension, donc sur ce que vivent les personnes pour essayer de préparer, ça peut être des donations, ça va être sur des projets immobiliers, et nous, notaires, on assume aussi ce rôle, hein, c'est-à-dire à différents égards, mais selon la structure du patrimoine, il y a des personnes qui donc vont voir des conseillers en gestion de patrimoine. Il faut savoir qu'on n'est pas du tout dans une activité concurrente, hein. On travaille main dans la main, parce que souvent, lorsque nous, on reçoit les clients qui ont été voir un CGP avant, eh bien nous, on va, entre guillemets, reprendre ce cadre-là en essayant d'apporter à notre client notre expertise aussi, valider certains process qui ont pu être mis en place par le CGP, peut-être ajuster le cas échéant, mais c'est quand même un travail qui se fait de concert. Après, il y a un travail qui est fait que par le notaire, c'est la rédaction de l'acte et l'authentification. Donc moi, si j'ai besoin aujourd'hui de structure et de sécurité dans mon patrimoine, je peux aussi venir te voir? Bien sûr, mais ça fait partie, entre guillemets, de la définition et du rôle du notaire. C'est-à-dire qu'on est là, comme je le disais tout à l'heure, dans les moments importants de la vie d'une personne, et que l'on parle de donation, que l'on parle de succession, que l'on parle de vente immobilière, on n'est jamais meilleur en tant que professionnel que lorsque l'on a réussi à désamorcer un certain nombre de situations, à les anticiper, et très fréquemment, dans nos agendas, on a ce qu'on appelle des rendez-vous de renseignement. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose que les gens, sur lesquels les gens ne sont pas informés, mais les notaires reçoivent pour la plupart, pour pas dire quasiment tous les notaires, des rendez-vous qui sont gratuits. Alors c'est quoi? C'est de la prise d'infos? Oui, bien sûr. De la prise d'infos pure? De la prise d'infos pure. Vous avez donc une personne qui se dit tiens, j'arrive à peu près à 60 ans, j'ai remboursé tous mes crédits, je suis propriétaire de ma résidence principale et je suis intéressé de savoir comment je peux transmettre le bien à mes enfants, et sans que ce soit considéré comme une injure, de dire en essayant de payer le moins d'impôts possible. Hein, voilà. Ce qui est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et du coup, nous, on est là vraiment pour les accompagner dans cette démarche-là. Et du coup, en rebond, parce que je pense aussi aux tâches qu'on n'imagine pas. Typiquement, je pense que dans l'inconscient collectif, et moi en tout cas, c'est l'image que j'en avais avant de travailler en immobilier, c'était le notaire qui acte, qui est l'homme de loi, qui va archiver, envoyer acter le changement de propriété, puis l'envoyer aux impôts pour la taxe foncière, et puis c'est ça. Et je me rends compte depuis quelques années pour travailler dans ce secteur-là que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il y a beaucoup de tâches qui sont autour. Ce serait quoi les tâches que les gens n'imaginent pas, qui incombent à un notaire? Alors, il faut savoir que ça résulte aussi de nos textes, hein, qui nous donnent, on va dire, certaines missions. Je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est le conseil préalable, il y a une mission qui est substantielle, qui est préalable à la rédaction d'un acte et qui représente vraiment une part importante de nos quotidiens. Parce que comme je te le disais, il y a à peu près un tiers, voire la moitié de nos rendez-vous dans nos semaines qui sont des rendez-vous de renseignement. Oui, c'est autant que ça, oui, bien sûr. Mais parce que ça ne s'improvise pas. On ne peut pas préparer sa transmission ou acter une transmission sans avoir réfléchi à l'opportunité de la faire. Et c'est pour ça que on a besoin, nous, d'avoir nos clients qui viennent dans nos études. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est très sensible en tant que notaire, puisque, tu le sais, on ne peut pas faire de publicité. Et donc, d'une certaine manière, on a besoin de communiquer, on essaye par le biais de nos instances, mais sur l'importance du réflexe de venir nous voir. Oui, ce qui n'est pas évident, parce que du coup, dans un métier très réglementé, avec cette vision-là, sans pouvoir
expliquer le rôle. Comment toi tu vois l'évolution entre un notaire d'il y a 40 ans? Est-ce que tu vis maintenant? Est-ce que tu vois qu'il y a des changements justement dans la façon d'aborder un rendez-vous, de traiter l'information? Je n'ai pas le recul d'il y a 40 ans, très honnêtement, puisque mais moi je suis t'as des notaire avis depuis environ 10 ans, même si je suis dans l'environnement du notariat sous différentes appellations, puisque pas encore notaire à l'époque, ça fait à peu près 20 ans. Mais effectivement que le notariat a évolué, parce que la loi évolue, parce que la société évolue, et le notaire, lui, se doit d'être en perpétuelle adaptation à cette société. Les conseils qu'il va donner peuvent être différents à un moment donné, puisque la fiscalité va changer, et donc notre conseil et notre souci d'anticipation peut varier d'une réforme à une autre. Donc on est dans un moment et dans un métier qui demande d'être au courant de tout, de s'informer constamment des évolutions réglementaires, législatives, urbaines, etc. Comment vous faites, la profession fait pour rester au courant de tout ce qu'il faut savoir, même si c'est dur de tout savoir, pour bien accompagner les personnes? Alors, de toute façon, dans notre métier, on a quand même une certaine expérience. Il y a des sujets qui sont assez récurrents. Et puis, il y a des lois. Donc, effectivement, dès lors qu'elles évoluent dans certains sens, eh bien, on a des communications qui sont organisées par notre profession pour nous tenir informés justement des évolutions législatives, réglementaires, fiscales. Et puis nous, en tant que notaires, on a des obligations qui nous sont imposées par notre profession pour nous mettre à jour de façon continue, pour essayer de toujours rester connectés et avoir de bons conseils. On va parler de la confiance. C'est un des sujets forts dans Ça parle IMO. C'est la confiance dans les partenaires qu'on peut avoir autour. Comment faire confiance à son notaire? Comment choisir le bon notaire? Alors, la réponse à cette question, elle n'est pas forcément évidente, puisque en exerçant ce métier au quotidien, j'ai bon espoir que les clients nous fassent confiance. En pratique, on se rend compte que notre métier, il a quand même on a un ressenti assez fort, assez lourd sur ce que représente un notaire. Mais quand tu exerces ce métier au quotidien, tu peux parfois avoir tendance à oublier l'importance de ce que ça peut représenter le notaire pour un client. La perception. La perception. Et quand tu parles de confiance, la confiance, de toute façon, elle se gagne, mais comme dans n'importe quel rapport, avec le temps. Voilà. Et aussi, notre profession peut, à certains égards, dire c'est un métier de confiance. Parce que je viens voir un notaire, c'est forcément sérieux. Effectivement, il y a une approche humaine, puisque quand quelqu'un te confie ses secrets de famille, quand quelqu'un qui sont parfois lourds. Oui, tu es dans l'intimité des gens. Forcément. Donc on parlait tout à l'heure, donc là on est plutôt dans une matière immobilière, mais comme on l'a dit tout à l'heure, on peut intervenir dans des moments qui sont très forts, parce que on traite aussi un sujet d'adoption, où des personnes de familles recomposées, et où il y a le beau-père qui souhaite adopter les enfants de son conjoint. Donc il y a besoin quand même de créer une atmosphère de confiance dans cet environnement familial. En matière immobilière, la personne qui vend un bien dont elle a hérité, mais dont elle n'a pas la capacité de pouvoir la conserver parce que les droits de succession qu'elle est amenée à payer sont trop importants pour qu'elle puisse la garder, c'est un moment où le sentiment est très fort, et cet environnement dans lequel on va intervenir, il est quand même très important, et bien évidemment qu'il faut qu'il y ait ce sentiment de confiance, mais c'est en ça où, moi j'ai envie de dire, il ne faut pas se forcer, il faut ressentir qu'avec la personne avec laquelle on est, on se sente bien. Voilà. Et qu'on ait un professionnel qui puisse être à l'écoute de nos besoins. Et ça, c'est notre responsabilité, à nous en tant que notaire, puisque lorsque l'on est conseil, on ne peut que conseiller quelqu'un pour lequel on a eu d'abord une écoute préalable et trouver le bon conseil pour la bonne situation. Donc du temps, de l'action, de l'écoute, de la communication, et ce ressenti qu'on peut avoir aussi quand on a un professionnel avec qui on se sent bien en face. C'est un rapport qui est à deux. C'est-à-dire que tant le client, lui... Oui, si t'as pas les documents, si t'as pas de réactivité non plus, tu peux pas travailler correctement. Exactement. Donc il y a en fait une action commune. Il faut que le notaire puisse sentir la confiance du client. On pose souvent nous beaucoup de questions, donc c'est vrai que les gens sont amenés à se confier, sont amenés aussi à délivrer un certain nombre de documents, mais qui vont nous être nécessaires à nous pour pouvoir mieux appréhender le contexte dans son ensemble. Tu parlais de moments forts que tu as pu accompagner, et des moments où on vient te voir en transaction.
par exemple la situation de quelqu'un qui doit céder dans une succession parce qu'il peut pas. Est-ce que tu as un moment, une histoire que tu as pu accompagner, que tu as envie de nous partager? Alors, c'est toujours difficile de détacher un dossier en particulier, mais c'est vrai que, on va dire que les biens de famille que les personnes ont occupés pendant 40 ans, et je te donnerai simplement l'exemple d'une cliente de ce matin, qui me dit, voilà, vous savez, ça fait maintenant 40 ans que je vis, ça fait 40 ans que je suis dans cette maison, et aujourd'hui, donc, ma mère est décédée puisque c'était le conjoint survivant. Je suis contraint, en tant qu'enfant, de devoir vendre cette maison et ça me fait mal au cœur que de devoir la vendre. Donc là, on est dans un processus qui est avant la vente. Mais dans d'autres dossiers, on a ces personnes où parfois, le jour de la signature, souvent, et c'est la forme usuelle, c'est de dire, bien, félicitations à l'acquéreur, pour cette transaction, et vous avez des vendeurs qui sont plutôt en pleurs parce qu'ils ont été contraints de vendre la maison dans laquelle ils ont grandi. Voilà, donc sans détacher un dossier en particulier. Mais c'est dans le quotidien, tu retrouves à chaque fois des éléments qui te... Ça a du sens, ça a énormément de sens. C'est un beau moment de pouvoir accompagner... En tout cas, ça fait partie de notre rôle. C'est-à-dire que, et c'est ça la mission d'officier public, c'est vrai que souvent c'est un statut qui est mal compris, mais c'est-à-dire que on ne choisit pas nos clients. On accompagne nos clients, peu importe l'environnement social dans lequel il est, et contrairement à toute idée reçue, où on se dit que quand on vient voir un notaire, c'est parce qu'on est riche ou qu'on a du patrimoine, ça fait partie des clichés qui entourent la profession. Non, on a des clients qui effectivement ont eu un appartement ou une maison et dont les enfants héritent, et ça n'est pas forcément des personnes riches. Et effectivement, eh bien dans ces moments-là, on est tant tenu de les accompagner dans le cadre du règlement de la succession que sur cette opération de vente où notre conseil, en fait, dans tout ce processus-là, il va être important. Je viens de prendre conscience, quand tu l'as dit là, effectivement, tu ne choisis pas tes clients. Contrairement à beaucoup de métiers, aujourd'hui, vous, la porte, elle est quand même ouverte, puisque c'est un mail à envoyer, ouverture d'un dossier ou tel sujet, et donc tu as cette obligation d'un devoir de conseil et de résultat aussi, mais quelles sont les limites de ça? Alors, c'est une bonne question et je te remercie parce que de la poser, c'est qu'on a ce qu'on appelle une obligation d'instrumenter, c'est-à-dire de faire des actes lorsqu'on nous le demande. Il y a des limites qui sont prévues par notre profession lorsque l'opération présente un caractère illicite, frauduleux, lorsque ça peut être contraire à la sécurité d'une personne, etc. On a d'ailleurs des missions très fortes sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude fiscale, ou le financement du terrorisme. Mais on va en parler un petit peu, on va détailler un petit peu ça. D'accord. Mais l'idée, c'est de dire qu'effectivement, on ne choisit pas son client. Il peut être de toutes conditions sociales. Ça peut être le président d'une très grande entreprise. Ça peut être une personne connue dans les médias. Ça peut être également, en fait, une personne, comme c'est le cas beaucoup aujourd'hui, qui monte son auto-entreprise et qui a simplement besoin de conseils pour savoir comment structurer. Est-ce que il doit se paxer, se marier? Est-ce qu'il doit faire un contrat de mariage? Est-ce qu'il faut qu'il fasse attention un petit peu à ça? Et vraiment, on intervient dans tous ces processus-là sans conditions sociales, sans choix. Et c'est ça qui fait la beauté de notre métier, c'est que tous les jours, eh bien, on a toute la représentation de la société qui vient dans nos bureaux. Et du coup, en conséquence, tu dois avoir aussi, parce que la limite est assez loin pour les éléments illégaux que tu évoquais, tu dois avoir des situations conflictuelles. Comment tu les gères? Ou comment un notaire les gère? Alors, juste pour bien comprendre, tu parles de situations conflictuelles. En signature, ça se passe mal entre le vendeur et l'acquéreur, ou en tout cas la perception d'un des deux, et toi, tu es au milieu, tu dois gérer, arbitrer en gardant ton rôle de conseil. Comment tu peux gérer ça? Ça fait partie de notre quotidien, là encore. Tous les jours il peut arriver, selon les sensibilités de chacun. Il faut savoir que on est à l'occasion d'une vente immobilière, par exemple, face à des personnes qui ne sont pas forcément du même environnement, qui n'ont pas forcément la même éducation, la même perception des choses. Et vous avez des personnes qui vont vous dire, le plus souvent acquéreur, le vendeur aurait dû me tenir informé que la toiture présentait un dysfonctionnement. Et du coup, souvent, on va avoir ce que les gens appellent des vices
cachées, qu'ils vont percevoir comme telles, là où d'autres personnes diraient je ne jugeais pas utile ou nécessaire de le dire. La question de la bonne foi va se mettre en place pour savoir si c'était vraiment une donnée substantielle en tout cas. Donc c'est recadré entre la bonne foi et les vraies responsabilités de chacun en permanence. C'est-à-dire qu'effectivement, le principe d'une vente, pour la qualifier, c'est qu'on doit apporter, on a une obligation en tant que vendeur, une obligation générale d'information, pour que le consentement de la personne qui va être en face, c'est-à-dire l'acquéreur, puisse être parfaite. Et c'est pour ça que souvent à l'occasion de ce qu'on appelle un compromis de vente, alors on fait aussi, on appelle ça des promesses de vente, on a souvent des délais de rétractation. Et c'est une fois qu'on a délivré, nous en tant que notaire, sur cette phase-là, tous les éléments et les caractéristiques d'une vente, que l'acquéreur va pouvoir apprécier la situation. Et ça peut être aussi à cette occasion que le vendeur va délivrer un certain nombre d'informations que peut-être il n'avait pas encore délivrées. Alors j'ouvre une parenthèse sur ça, parce que ça fait partie des questions et des conseils que je veux donner dans Ça parle IMO aujourd'hui, et qu'on explique un petit peu le déroulé de quelques éléments techniques qu'il peut y avoir dans une transaction immobilière. Le premier élément qui me vient naturellement, c'est la différence entre un notaire acheteur et un notaire vendeur. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux? Est-ce que c'est une obligation d'avoir son notaire ou pas? Comment ça fonctionne? Alors je te remercie encore de poser cette question, puisqu'il y a encore dans les clichés, souvent il arrive que des clients nous disent « Je ne suis désolé de ne pas être passé par vous, vous êtes pourtant mon notaire de famille, mais j'ai dû passer par le notaire de l'acheteur. » Ou inversement, selon la compréhension, par le notaire du vendeur. Donc moi, j'aimerais profiter quand même de ce podcast pour dire chaque client est libre, notamment à l'occasion d'une opération de vente, de choisir son notaire. Il est normal que dans une opération aussi importante que l'est une vente, chacun puisse être représenté par le notaire qu'il choisit. Et pour répondre justement ensuite au fait de dire est-ce que il y a notaire acheteur et notaire vendeur, en fait c'est simplement le client qui choisit par qui il souhaite être représenté. Certains n'ont pas préalablement à leur opération de vente eu un notaire, ou peut-être pas été satisfaits par le notaire avec lequel ils avaient été en contact, et peuvent aller vers le même notaire que celui du vendeur ou de l'acheteur. Il n'y a pas d'obligation. Mais c'est important de préciser que chacun doit demeurer libre, et ça n'est pas plus cher. Parce qu'on entend ça aussi souvent, c'est est-ce que ça coûtera plus cher que je passe par vous? Donc ça coûte pareil s'il y a un notaire acheteur et un notaire vendeur, même montant. Exactement. C'est simplement que la rémunération du notaire sera partagée entre les deux notaires. Alors justement, donc, on vient sur la rémunération. On entend souvent et tout le temps l'histoire des frais de notaire. On sait qu'il y a beaucoup de choses derrière au niveau des taxes, etc. Mais est-ce que tu peux nous détailler ce que sont vraiment les frais de notaire? Alors, il faut savoir que il faudrait prendre un exemple, mais sur une vente immobilière qui serait par exemple aux alentours de 200 000 €, les frais qu'on qualifie improprement frais de notaire, nous on dit frais d'acte, et je te l'explique pourquoi. C'est que on va avoir par exemple 12 à 14 000 € qui sont affichés comme étant des frais de notaire, mais la rémunération de l'étude est en réalité de 0,825%. Donc, ça fait l'équivalent de 1 600 € sur les 12 à 14 000 € dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est pas tant, au final? L'idée n'est pas de dire c'est beaucoup ou pas beaucoup, ça représente 0,825 €, 825% hors taxe. Après, il y a effectivement ce qu'on appelle, nous, c'est un mot un peu compliqué, mais des débours, c'est-à-dire des frais qui sont nécessaires. On doit demander des pièces qui sont payantes dans un dossier. Et puis, il y a effectivement les taxes qui vont être versées au département, aux communes et à l'État. Et c'est ce qui représente quasiment 90%, en gros, de ce qui est appelé au client. On en revient sur les obligations et un peu la parenthèse immobilière là, qu'on a ouverte. Donc, on parlait du choix du notaire acquéreur, du choix du notaire vendeur, des frais de notaire. Donc ok, je vous mon dossier dans un office, je suis un particulier ou un pro, peu importe. Quelles sont les obligations du notaire à ce moment-là? Alors, on a, dans le cadre de l'instruction d'un dossier, donc pour comprendre un petit peu le cheminement, on reçoit un appel ou un mail, ça peut être du client directement lorsqu'il n'a pas conclu son opération au travers d'une agence immobilière, ou par l'agent immobilier. Mais bref, on a ce qu'on appelle cette première prise de contact pour nous informer que des parties se sont mises d'accord, ou par l'intermédiaire d'une agence, pour vendre et acheter un bien. Alors dans ce cas-là, nous, effectivement, une fois qu'on a cette information, on va demander un certain nombre de documents
qui sont nécessaires, pour lesquels peut-être certains le perçoivent comme étant beaucoup de documents à communiquer, et ils trouvent ça parfois un peu compliqué, mais c'est parce que c'est mal parfois perçu sur l'intention qui est la nôtre. Parce que plus on c'est arrive, perçu comme intrusif alors que c'est pour la bonne constitution du dossier, quoi. Plus on va réussir à comprendre l'environnement du dossier, et plus il n'y aura pas de mauvaises surprises après. Parce qu'il n'y a rien de pire lorsque l'on signe ce que l'on a pour coutume d'appeler un compromis de vente, ou comme je le disais tout à l'heure, une promesse de vente, puisque ce sont souvent ces deux qu'on appelle les avant-contrats qui sont les plus fréquemment utilisés dans nos études. Eh bien, l'idée n'est pas de révéler des informations à ce moment-là. Ce serait très mal perçu pour un acquéreur. Je donne un exemple, de dire eh bien, j'ai fait ma maison et puis tout est en conformité. On me l'a présenté d'ailleurs. J'ai fait mon offre sur cette base-là. Et puis en fait, la piscine a été réalisée sans autorisation. Et puis en fait, à la base, c'était une maison de plein pied. Puis finalement, on vend aujourd'hui une maison à étage. Et puis. Et donc c'est pour ça que plus tôt on arrive à déceler ça en amont par l'ensemble des informations que l'on demande, et plus le dossier sera bien construit. Voilà. Comment ça se passe du coup? C'est toi qui le traites directement, enfin c'est le notaire qui le traite directement, c'est dans l'organisation de l'office, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais qui constitue ça? Alors, chaque étude de notaire peut avoir sa propre organisation. Dans la mienne, une petite étude dans un petit village, qui est peut-être moins de monde qu'une grosse étude dans... Il y a certains formats d'études où il y a encore aujourd'hui des notaires qui sont presque seuls dans leurs études. Donc, ils assument un petit peu toutes les casquettes de la personne qui accueille le client, le renseigne, va préparer, rédiger et recevoir. Après, il y a des études plus grandes où on va avoir une personne qui va recevoir le mail peut-être à l'accueil, va le transférer au notaire, et le notaire va pouvoir, lorsqu'il a une équipe, je parlais tout à l'heure de clerc de notaire, notaire assistant, donc les personnes qui vont accompagner le notaire dans ces dossiers, eh bien l'aider à la constitution de ce dossier. Et s'il y a des questions importantes dans cette constitution, bien évidemment, que le notaire sera là pour essayer d'orienter pour qu'il y ait les meilleures pièces qui soient demandées, les plus à propos, en tout cas, dans un dossier. Donc on recroise la confiance et on recroise la communication, du coup, liée à ça. Donc là, j'imagine on est censé avoir, si je viens demain ouvrir un dossier, je dois avoir un mail de réception. Comment ça se passe pour la communication des obligations? C'est-à-dire que ok, donc je vais faire mon compromis, ma promesse. Quelles sont les grandes lignes, les grandes obligations que les gens n'anticipent pas forcément? Je sais pas si c'est clair, ou ce que les gens ne connaissent pas forcément. Je pense notamment par exemple au séquestre, je pense à la préemption, je pense à ces éléments-là qui sont récurrents dans une transaction IMO. Est-ce que tu peux me donner les trames des... Alors, il y a des obligations en tant que vendeur. Le vendeur, tout à l'heure je le disais, il a une obligation générale d'information pour permettre à son acquéreur d'avoir un maximum d'informations sur le bien qu'il vend. Il va être aidé parce qu'on ne peut pas lui imposer de tout savoir. Et c'est pour ça qu'on a la production d'un dossier de diagnostic technique. Souvent, les gens connaissent assez bien ce qu'on appelle le diagnostic de performance énergétique. On aura un épisode entier sur ça. Et il y a d'autres diagnostics qui peuvent être effectués en fonction de l'année du bien et de ses caractéristiques. Donc, le vendeur, il a une obligation d'information, donc il va transmettre ce dossier diagnostic technique, mais il va devoir le renseigner aussi s'il y a eu des autorisations d'urbanisme qui ont été délivrées, auraient dû être délivrées. Ça lui incombe de dire si jamais il a fait des travaux sur le bien depuis qu'il en est propriétaire. Après, libre au notaire de définir avec lui si ça nécessitait ou pas une autorisation d'urbanisme, de savoir s'il y a des servitudes. Ça, c'est un sujet qu'on voit beaucoup dans les contentieux qui peuvent arriver dans nos études, à savoir une canalisation qui traverse le jardin et pour lequel les voisins se sont tapés dans la main sans jamais aller l'acter chez un notaire. Donc, effectivement, dans des prises d'information, ça fait partie des choses que nous, on essaye de révéler. T'orientes en plus pour verrouiller la bonne foi, si je puis dire. Et côté obligation acheteur, donc obligation vendeur, devoir d'information, ok, c'est la trame. Côté acheteur, est-ce qu'il y a des obligations et quelles sont les obligations financières pour les deux? Alors, pour un acquéreur, on va dire que les obligations, elles sont moindres, puisque c'est la personne qui va se positionner pour acheter le bien sur lequel il attend justement un certain nombre d'informations. Qu'est-ce qui pèse sur les épaules d'un acquéreur? Eh bien, ça va être de dire sous quelles conditions je vais acheter votre maison. C'est-à-dire que est-ce que j'ai besoin d'un financement, ce qui est le plus souvent le cas,
auquel cas on dit qu'il y a une condition suspensive de crédit. Okay. Aujourd'hui, les personnes, par rapport à il y a 10 ou 15 ans en arrière, sont de plus en plus informées. Quand il y a des agences immobilières, c'est quelque chose qui se fait assez fréquemment, c'est d'étudier, entre guillemets, la capacité de la personne qui se porte acquéreur à être un vrai candidat acquéreur, qui n'est pas officiellement dans l'incapacité de se porter acquéreur. Donc on a des études de financement qui sont réalisées. Mais qui n'est pas demandé par l'office. Qui n'est pas nécessairement demandé par l'office, mais qui est une obligation plutôt morale pour rassurer son vendeur en disant voilà, vous vous êtes engagé à me vendre ce bien à tel prix et dans telles conditions, avec la production des documents qui sont rendus nécessaires. Moi, en tant qu'acquéreur, je m'engage auprès de vous et je vous dis que pour acheter, j'ai besoin d'obtenir un financement, mais regardez, je vais faire un prêt qui sera de ce montant-là. J'ai déjà vu mon banquier qui m'a dit que ça pouvait, entre guillemets, le faire, qui attend quand même la production d'un compromis pour pouvoir analyser un peu plus, mais c'est pour rassurer aussi le vendeur sur le fait que la personne qu'il a en face de lui est un vrai candidat acquéreur sérieux. Ça peut être d'autres conditions. Tout à l'heure, on parlait d'obligations. Donc il y a le prêt, mais si j'achète un terrain à bâtir, je vais avoir peut-être besoin, outre d'un prêt, d'un permis de construire. Et donc, il va falloir encadrer dans des délais la réalisation de ces conditions. Parce que lorsque l'on est vendeur, on est en position d'attente une fois qu'on a signé la promesse de vente ou le compromis de vente. Oui, donc c'est du suivi de loin, à distance, en attendant les communications et les étapes suivantes. Alors pas de loin. Pas évident. Pas quand on est vendeur, oui. Quand on est vendeur. Mais nous, en tant que notaire, vous, en tant que notaire vous allez bien évidemment, dedans, on doit faire cette interface entre le vendeur et l'acquéreur, aidé par une agence immobilière lorsqu'il y a une agence immobilière qui vient justement vérifier la temporalité pour rendre compte au vendeur qui lui est dans cette position plutôt d'attente. Et si mon acheteur n'a pas son financement? Eh bien, si l'acquéreur n'a pas son financement, qu'est-ce qui se passe Alors deux possibilités. Soit il l'a mis, comme c'est 99% du temps, une condition suspensive, et dans la mesure où il avait bien encadré sa condition suspensive et que l'acquéreur n'a pas son financement dans le délai, ou qu'il a bien respecté son engagement, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir son crédit. La seule chose qui pourrait lui être imputée, c'est si au bout d'un certain temps les délais étaient dépassés. D'accord. Et qu'on arrivait, en tout cas quand je dis on, le vendeur, lui porterait entre guillemets l'accusation de dire vous n'avez pas mis tout en œuvre pour faire aboutir votre dossier. Mais c'est pour ça qu'il y a des garde-fous, des délais, pour justement au terme de ces délais, que chacun puisse reprendre sa liberté. Et du coup c'est quoi? C'est un caprice? Comment ça se... Alors le caprice, il résulterait si l'acquéreur a eu son prêt par exemple, okay, et décidait de ne pas acheter. Et c'est pour ça que dans nos actes, il y a ce qu'on appelle, alors différents noms selon qu'on signe un compromis de vente ou une promesse de vente, sans rentrer dans des considérations trop techniques, mais il y a ce qu'on appelle la clause pénale, on l'entend, hein, c'est la clause qui est mise pour sanctionner un comportement défaillant, qui est souvent de 10% du prix de vente, hein, quand même, et qui est assez dissuasif. C'est pour ça qu'est fait le contrat, c'est justement pour éviter qu'une personne, un acquéreur, puisse se désengager sans subir une sanction financière, alors que toutes les conditions sont réalisées pour qu'il se porte acquéreur. Oui, donc là on protège de la mauvaise foi le vendeur. Exactement. Quand il y a une maison à 500 000 €, la personne a les fonds, l'argent, mais ne veut finalement pas acheter pour X raison, elle va payer 50 000 € d'indemnité. C'est conséquent. Ça évite le caprice, comme tu disais. Ok. Et là, on parlait aussi, est-ce qui est différent du séquestre? Alors, le séquestre, en fait, il a une double fonction. Il peut être constitutif d'un acompte sur un caprice, si caprice il y a, mais dans 99% des dossiers, puisque nos dossiers se passent relativement bien, c'est un acompte sur le prix. Voilà. Il vient être déduit effectivement comme un acompte qui aurait déjà été versé sur le prix. Toujours dans cette partie technique transaction IMO, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionnent les droits de rétractation? Alors, le délai de rétractation, c'est un droit qui est légal, hein, qui est prévu par le Code de la construction et de l'habitation, et qui permet à un acquéreur, lorsqu'il achète un bien à usage d'habitation, de pouvoir se rétracter à l'issue du compromis ou de la promesse de vente dans un délai de 10 jours. Ce délai de rétractation qui est offert à l'acquéreur n'est offert qu'à l'acquéreur. C'est-à-dire que seul l'acquéreur peut se rétracter. On dit que le vendeur, lorsqu'il a signé, il s'est engagé de façon ferme et définitive. Donc il ne peut plus reculer. Il ne peut plus revenir en arrière. Bon, moi j'y vois plus clair.
Dans l'idée, ce que j'aimerais aussi comprendre, c'est comment vous traitez, parce que vous traitez quand même énormément de données, comment vous gérez, comment un notaire gère les fuites de données, l'évolution technologique, la sécurité. C'est une question qui est abordée. Alors, c'est non seulement une question qui est abordée, mais c'est une question qui est traitée. C'est-à-dire qu'en tant que notaire, mais j'ai envie de dire, comme tout professionnel aujourd'hui qui a des fichiers clients. Donc on a la protection des données personnelles, le RGPD, qui impose à tout professionnel, mais j'ai envie de dire donc au notaire en l'espèce, d'avoir à protéger ses fichiers clients. Donc la profession a mis en place un certain nombre d'outils pour y parvenir. Et parce que nous sommes amenés à communiquer avec différents professionnels, des services de l'État, avec les agences immobilières, avec des architectes, des géomètres sur un certain nombre de dossiers, tout doit être fait dans le strict respect de la protection des données personnelles, les données de nos clients qui sont des données sensibles. Oui, mais ça arrive aussi, et j'ai déjà entendu dire, enfin, ça peut arriver, on a cette année eu le cas d'un office, alors sans pointer du doigt la profession, mais qui a versé l'argent d'une transaction sur un mauvais compte. Comment ça se passe quand c'est comme ça? Parce qu'il y a des outils, on se prémunit, mais quand ça arrive? Alors, il faut savoir que ça, c'est un peu l'angoisse. C'est-à-dire que, effectivement, malheureusement, la fraude, elle intervient maintenant de façon fréquente. Et il faut savoir que les fraudeurs, ils sont de plus en plus modernes. Et nous, en tant que, on va dire, officiers publics, qui manions de l'argent public, mais également l'argent de nos clients, on a des obligations qui sont très fortes. Par exemple, à l'occasion d'une vente immobilière, lorsque je dois délivrer un prix de vente, souvent, maintenant, on impose à ce que le RIB nous soit remis en main propre. Okay. Et lorsque ça n'est pas possible, on a tout un processus de vérification des coordonnées bancaires, puisqu'il est arrivé qu'entre le moment où le client envoyait un mail au notaire et au moment où il le réceptionnait, eh bien, il y ait un pirate qui ait pu intercepter eh bien, ce mail et substituer un nouveau RIB. Là, ça peut ruiner la vie des gens, quoi. C'est vraiment le... Il faut savoir que nous, en tant que notaire, eh bien, effectivement, plutôt que d'aller actionner nos assurances, puisqu'on est bien évidemment une profession qui est assurée pour cela, mais l'idée, c'est qu'on a tout un processus de vérification pour éviter que ça puisse se produire. Ça accompagne ma question suivante, qui était un peu l'idée des évolutions technologiques et l'évolution des transactions qu'on a un peu abordé tout à l'heure, mais comment tu gères et comment tu intègres l'IA, des outils plus récents, tout ce qui va être autour d'un monde qui se modernise et qui s'accélère? Alors, sur la partie technologique, il faut savoir que déjà depuis un peu plus de 10 ans maintenant, les notaires signent ce qu'on appelle des actes électroniques. Donc là où à l'époque les clients un peu plus anciens diraient on devait parapher toutes les pages, tout l'acte avec toutes les annexes, etc. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une technologie qui existe, qui nous permet eh bien, non seulement de signer des actes électroniques, mais ça va être aussi de pouvoir effectuer des rendez-vous en visioconférence, donc avec des procédés qui sont aussi sécurisés, mais qui nous permettent justement dans un monde qui évolue, et comme je le disais tout à l'heure, le notaire se doit en permanence de s'adapter aux évolutions de la société, mais aux évolutions technologiques, et pour ne pas garder l'image poussiéreuse d'un notaire, notre profession au contraire met beaucoup de choses en place pour justement s'adapter à cette société qui évolue. Donc c'est un gros gain de productivité. Alors, il ne faudrait pas le résumer à un seul gain de productivité, c'est surtout une facilité dans les échanges et permettre, entre guillemets, d'être toujours plus présent aux côtés de nos clients. Par exemple, j'ai reçu une cliente qui était partie travailler au Canada. Eh bien, est-ce que cette personne qui n'est pas présente à mes côtés ne devrait pas pouvoir disposer des mêmes conseils et des actes avec des procédés que la profession a mis en place pour permettre de signer des actes même à distance? Alors, je m'arrête sur ça. Quand tu as quelqu'un qui est à l'étranger, qui veut acheter en France, ou inversement, est-ce que du coup un notaire français apte à accompagner une transaction vers l'étranger, est-ce qu'on peut recevoir des fonds de l'étranger? Comment ça se passe? L'idée, c'est de comprendre si le notaire donc peut accompagner un client qui ferait une opération à l'étranger. Dans les deux sens, donc un client français qui veut acheter à l'étranger ou inversement. Alors, je dirais plus facile, la réponse est plus facile si on a un étranger qui vient acheter en France, puisque ce dernier viendra souvent dans nos études. Okay. Et donc, si un Américain, par exemple, décide d'acheter un appartement à Aix-en-Provence,
eh bien, en fait, on aura tout le droit français qui va se mettre en place, donc quelque chose que l'on fait tous les jours. Que la personne soit française ou étrangère, sauf à ce qu'il y ait peut-être un contrôle sur la provenance des fonds, mais c'est un contrôle qui est opéré, là encore, directement auprès des établissements bancaires pour vérifier la provenance des fonds. C'est tout un processus que nous, on peut mettre en place également. Mais donc, lorsqu'on a un étranger qui vient en France, c'est assez facile de pouvoir accompagner puisque on est, entre guillemets, dans le champ de ce que l'on fait au quotidien. C'est plus facile quand tu reçois, et par contre, à l'inverse, pour accompagner et conseiller quelqu'un. Il m'est arrivé, par exemple, d'avoir, et ça c'est des choses assez fréquentes, où des personnes disent, tiens, j'aimerais bien acheter un appartement sur le bord de mer en Espagne. Il faut savoir que le droit espagnol, il est quand même assez proche du droit français. Pour autant, chaque pays peut avoir ses spécificités. Il faut savoir que tous les pays du monde ne connaissent pas le notariat. D'accord. Voilà. On a par exemple les pays qu'on dit anglo-saxons, donc ça va être par exemple l'Angleterre ou bien aux États-Unis. Il n'y a pas de notaire qui a la même représentation que ce que l'on a en France. Ah, c'est hyper intéressant ça. Donc, comment ça se passe? Tu fais ta transaction en Angleterre, tu passes directement devant une banque qui va acter? C'est la banque qui s'occupe de ça? Non, en fait on a des juristes, donc spécialisés, des lawyers qui viennent en fait accompagner dans les transactions immobilières et sécuriser un contrat, mais comme pourrait le faire un avocat spécialisé dans la matière. Et dans ce cas-là, nous, on doit, si on a un accompagnement, effectivement, on n'intervient pas nécessairement aux côtés du client pour partager une rémunération, comme c'était le cas, ce qu'on disait tout à l'heure, entre un notaire acheteur et un notaire vendeur, mais effectivement, dans un cas très particulier comme celui-ci, on peut prendre un honoraire d'accompagnement parce que le client se sent aussi sécurisé d'avoir son conseil à ses côtés pour le représenter. Du coup, est-ce que tu peux faire de la... Non, je redézoome du coup de ces cas particuliers. Est-ce que tu peux faire de la transaction? Parce qu'il y a des notaires qui font de la transaction immobilière. Alors là, on n'est plus sur un élément effectivement avec de droit étranger, mais en France, c'est vrai que, alors historiquement, il faut savoir que le notaire pouvait intervenir sur ces questions-là aux côtés du client. Certaines agences immobilières s'insurgent en disant que les notaires prennent le travail des agences immobilières. Il faut savoir qu'effectivement, c'est d'abord, il faut bien l'entendre, des opérations qui sont accessoires à leur activité de notaire traditionnel. Oui, c'est pas un cœur de métier. C'est un service qui souvent est mal perçu, mais il faut savoir qu'on a des clients, et il faut l'entendre aussi, justement, on le disait tout à l'heure, peuvent avoir confiance en leur notaire, et parfois ont eu des déceptions avec des agents immobiliers, et nous demandent, alors moi je ne le fais pas personnellement à l'étude, mais peuvent demander à leur notaire qui exerce la négociation immobilière de les accompagner, et c'est quelque chose qui est possible, bien sûr. D'accord. Dans une idée de conseil et que tu pourrais donner à des gens qui préparent justement un passage chez le notaire, qu'est-ce que tu pourrais dire de simple? Quel conseil tu peux apporter? Bien, quand on est côté vendeur, il y a certains dossiers qui peuvent nécessiter des rendez-vous préalables. Parce qu'il y a une question qui peut revenir aussi souvent en fonction de la fiscalité, par exemple. Je suis vendeur d'un terrain à bâtir, j'aimerais savoir si à l'occasion de la vente du bien, combien je vais récupérer. Puisqu'effectivement, il y a des questions fiscales, parfois à l'occasion des ventes. La fameuse plus-value immobilière, et effectivement qui n'est pas forcément facile à calculer, même si sur Internet on peut trouver des outils, mais il y a des taxes qui peuvent être spécifiques sur les cessions de terrains qui sont devenus constructibles, que les gens ignorent, et c'est vrai que si une personne vend un terrain 200 000 €, mais à qui on explique qu'il y aura 50 ou 60 000 € de plus-value, ça peut déjà freiner le processus de vente. Il y a d'autres sujets. On parlait tout à l'heure d'autorisation d'urbanisme, et selon la manière dont on va le présenter, je donne l'exemple de quelqu'un qui a réalisé une piscine sans autorisation il y a 2 ans, peut-être que la négociation de son bien va être un sujet, et qu'on va dégrader son prix de vente, ou l'acquéreur va vouloir négocier ce prix de vente, parce que justement la situation juridique du bien n'est pas régulière, et dans une démarche et un conseil préalable, on aura pu faire un travail de régularisation auprès des services de l'urbanisme, pour justement tout mettre en conformité. Donc le notaire peut accompagner, donc l'idée de préparer une vente, ok, donc suffisamment en amont, mais le notaire peut accompagner pour faire la mise en conformité, la partie urbaine, conseiller aussi. Alors, on ne rédige pas, entre guillemets, les dossiers de régularisation, de permis de construire, etc. Mais en tout cas, poser par nos conseils le cadre, donc pour avoir, en tant que vendeur, les meilleures informations pour pouvoir le vendre dans les meilleures conditions.
Donc le compromis, c'est pas forcément le premier rendez-vous. Ça n'est pas forcément, entre guillemets, le moment où on signe le compromis. Il peut y avoir vraiment des phases préalables. Et pour un acquéreur, eh bien, ça peut être aussi des questions en disant, voilà, je veux me porter acquéreur d'un bien, je suis aujourd'hui auto-entrepreneur, je n'ai pas un recul nécessaire pour le banquier. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de pouvoir me porter acquéreur? Je pense qu'avec la personne avec laquelle je vais acheter, nous allons avoir des contributions différentes, puisque mon épouse a reçu une donation de 50 000 euros. Et donc, comment est-ce qu'on peut intégrer cela dans notre achat? Et donc, même lorsqu'on est acquéreur, eh bien, on peut avoir aussi le besoin de sécuriser son projet. Et j'ai envie de dire, pour simplifier, dès lors que l'on a des questions, il faut vraiment décomplexer le passage chez le notaire. C'est vrai qu'on a souvent ce côté un petit peu archaïque, poussiéreux, peut-être où on n'a pas l'impression de la proximité que le notaire peut avoir auprès de ses clients. Moi, j'espère profiter de cet échange aujourd'hui pour dire non, au contraire, ayez le réflexe de franchir le seuil de vos études parce que vous allez pouvoir apprendre un certain nombre de choses et pouvoir mieux préparer, que ce soit votre projet de vente ou d'achat. Du coup, là, dans la partie conseil, c'est clair. Dans la partie erreur que tu constates, de la non-préparation, j'imagine, c'est un peu... Ben, dans la partie erreur que l'on peut constater, c'est souvent les personnes, parce que ça je l'entends parfois, c'est de dire surtout ça, il faut pas le dire au notaire. Ok. T'entends souvent ça? Alors, pas directement, mais c'est de dire surtout ne dites pas au notaire qu'il y a justement tel travaux qui a été réalisé sans autorisation, puisque le notaire va vous faire peur, le notaire va vous dire que c'est très grave. Moi je dis qu'il n'y a pas de notaire qui fait peur. Il y a un notaire qui conseille. Et moi, je pars toujours du principe que lorsque l'on est vendeur, on ne doit pas accepter de délivrer une information qui soit faussée dans le but, justement, de pouvoir mieux vendre. Parce que, justement, plus c'est clair, plus les choses sont exposées, et parce que souvent, justement, elles ne sont pas expliquées, c'est lorsqu'on s'en rend compte que ça devient compliqué. Et je prends l'exemple de travaux qui ont été réalisés sans autorisation il y a peut-être 20 ans, mais qui sont régularisables, pour lesquels peut-être le client paye déjà des impôts, pour lesquels il n'y a plus d'action possible de la part d'un voisin. Et donc on dit que les actions qui seraient potentiellement ouvertes se sont éteintes, on dit prescrites au sens du droit, et donc du coup le fait de l'inscrire dans l'acte donne au contraire plus de sérieux et plus de transparence dans le dossier, et l'acquéreur, en fait, on lui aura expliqué qu'il y a peut-être certaines irrégularités dans son bien. Je précise, ça arrive partout, il n'y a pas des biens parfaits, il y a toujours des gens qui ont pu construire des choses sans que tout ait été préalablement réfléchi ou autorisé, mais en tout cas, il est important à l'occasion des ventes de bien faire prendre conscience à l'acquéreur de l'étendue de ce qu'il achète et des conséquences qui sont potentielles. Parce que le vendeur va se retrouver peut-être un instant de besoin après, une fois qu'il aura vendu son bien, dans cette position d'acquéreur. Que chacun prenne ses responsabilités et de la transparence et de la précision. Voilà. Donc il faut, dans cette transparence-là, donc les écueils parfois que l'on voit, pour répondre à ta question, c'est que certains pensent utile de ne pas tout dire, ou judicieux. Je dirais qu'il faut tout dire à son notaire et lui faire confiance. Comme tu dis toi, un avocat, quand tu as besoin d'un avocat. Exactement. On est dans une époque où on a expliqué que la transaction évoluait, que c'était un peu différent. Comment j'achète aujourd'hui? Est-ce que j'achète en crypto, en or, avec des euros? Comment j'achète? Alors, très honnêtement, en tout cas, ça n'a pas franchi le seuil de mon étude. Il faut savoir qu'on a des obligations qui sont issues du Code civil, c'est-à-dire que les opérations, elles doivent s'exprimer en euros. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions. Tout à l'heure, je disais que le notaire, il se doit d'évoluer dans un environnement qui bouge. Et c'est vrai que la crypto-monnaie, pour parler de la crypto-monnaie, c'est quelque chose dont on se dit, est-ce que je pourrais opérer ma transaction de cette manière? Alors, il faut savoir qu'on ne pourrait pas l'imposer au vendeur. Mais s'il y a un accord? Alors, s'il y a un accord entre les parties, il y aura quand même, à mon sens, la nécessité de pouvoir déterminer ce que représentent les tokens, ou je ne suis pas un grand spécialiste de la crypto-monnaie, mais ce que représente le cours de cette monnaie pour qu'il puisse ensuite s'exprimer dans une valeur en euros. Et puis quelle fiscalité intermédiaire aussi, oui, tu tombes dans quelque chose de plus technique, mais on pourrait imaginer.
Et on aura peut-être dans 20 ans des transactions classiques en Bitcoin ou... Il faut savoir que notre profession, en tout cas, à l'occasion de ce qu'on appelle des congrès de notaires, a déjà réfléchi sur ces sujets pour savoir comment bien les professionnels pourraient s'adapter à justement ces réflexions qui, à l'avenir, risquent d'être de plus en plus importantes. Donc là, le classique, c'est j'achète en euros. Aujourd'hui, je pense que la plupart des transactions se réalisent en euros. Il y a peut-être quelques opérations à la marge qui aujourd'hui ont pu se réaliser au travers de cette crypto-monnaie, mais avec un accord bien des deux parties et sur lequel on a une expression dans l'acte qui est convertie en euros. Alors moi, j'aime bien tordre les situations, j'aime bien aller chercher un peu les détails et des éléments. Est-ce que je m'entends hyper bien avec mon voisin et j'ai envie d'échanger ma maison avec lui? Est-ce que c'est possible de le faire? Bien sûr. Alors, c'est pas quelque chose qui est commun, parce que ça répond quand même, souvent quand on veut aller vers un bien, effectivement, c'est qu'on n'a pas nécessairement, il faut que l'autre personne en face ait la volonté de vouloir échanger. Oui. Donc c'est vraiment statistiquement pas quelque chose qui arrive assez fréquemment. Alors, 10 en France par an. Mais l'échange, c'est un acte qui est prévu par nos textes. Ça m'est arrivé d'ailleurs d'en faire en plusieurs occasions, mais assez rarement, très honnêtement. Ça se voit assez fréquemment, souvent dans les terrains agricoles, où en fait on a des agriculteurs qui peuvent s'échanger des terrains, mais c'est quand même quelque chose qui reste assez rare, puisqu'il faut vraiment qu'on ait deux personnes qui se rencontrent et qui ont finalement une volonté de recherche et qui, au lieu de proposer une contrepartie financière, veuillent récupérer le bien, ce qui n'est pas commun. C'est très exceptionnel. Très exceptionnel. Dans l'idée, on imagine beaucoup le notaire derrière son bureau ou à acter, donc ou en rendez-vous de prise d'infos, mais en tout cas à l'office. Est-ce qu'il y a des aspects auxquels on ne pense pas? Et est-ce que tu as des moments où tu es sur le terrain, ou est-ce qu'un notaire va sur le terrain aussi? Comment ça fonctionne hors bureau, je dirais? Alors, c'est vrai qu'on est souvent assimilé à un professionnel qui reste derrière son bureau. C'est pas toujours le cas. Ça rejoint un petit peu le statut d'officier public qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tant on ne choisit pas nos clients, tant on doit aussi pouvoir aller vers nos clients lorsqu'ils ne peuvent pas venir vers nous. Donc on a toutes ces situations de dépendance, des personnes âgées qui n'ont pas la mobilité suffisante pour venir nous voir. Eh bien, elles nous contactent et bien évidemment qu'on va à leur rencontre pour leur donner les mêmes conseils, peut-être pour leur faire signer aussi des procurations. Ça doit être assez lourd ça. Quand tu arrives dans un EHPAD avec quelqu'un en face, même si tu viens pour accompagner, etc., ça doit pas être facile à vivre. Alors ça peut être au domicile, comme tu le dis, ou effectivement dans des maisons de retraite, parce qu'il est possible que des personnes aient quitté leur domicile pour aller dans ces établissements pour personnes âgées. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut aller à leur rencontre, essayer, et ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, mais de vérifier que ces personnes aient toutes leurs capacités, ce qui n'est pas toujours évident en tant que notaire, mais bon, on arrive un petit peu à apprécier les situations et de pouvoir justement les représenter, aller vers elles pour justement leur permettre de réaliser peut-être cette opération de vente. Et alerter les proches, j'imagine. Alors, parfois, ils peuvent être aussi partis, puisque dans un acte de succession, soit on peut avoir un conjoint survivant et des enfants, auquel cas, elles sont toutes parties à l'acte, mais on n'a pas nécessité à aller forcément voir les personnes qui ne sont pas parties à l'acte. Là où on va être peut-être plus lanceur d'alerte, c'est si on se rend compte que la personne n'a pas la plénitude de ses capacités pour apprécier une situation. Si elle ne comprend pas les raisons objectives pour lesquelles elle envisage de vendre, si elle ne sait pas déterminer, enfin qu'il y a des troubles, on va dire, évidents. Il faut la protéger aussi. Mais alors on a bien évidemment, puisque nous ne sommes pas médecins, on peut avoir recours à ce qu'on appelle un médecin qui serait agréé auprès d'un tribunal et qui viendrait soit confirmer que la personne n'a pas toutes ses capacités, ce qui impliquerait d'ouvrir ce qu'on appelle une mesure de protection, une tutelle, une curatelle, soit au contraire nous indiquer que la personne a toute sa capacité pour pouvoir arrêter, ce qui nous sécurise aussi nous en tant que notaire pour pouvoir justement passer l'acte. Et au-delà de la situation, donc protection, tutelle, curatelle, maison de retraite, tu as des situations un peu cocasses que tu as vécues, où tu as dû te déplacer physiquement pour aider à arbitrer dans ta posture? Alors, des situations cocasses, j'ai envie de dire, on en a tous en tant que notaire énormément. En plus, on dit encore cocasse aujourd'hui. C'est un notaire, c'est pour ça, les notaires emploient encore ce genre de mots. Mais
ce qui est pour moi important, c'est les situations. Alors, on pourrait même plus dire justement cocasse, c'est-à-dire que il m'est arrivé d'aller parfois dans des maisons de retraite où la personne n'avait plus du tout sa capacité à apprécier la situation et où en fait on avait l'enfant qui avait entre guillemets forcé la main à son parent pour vendre. J'ai eu des personnes qui étaient dans des cas où en fait ils étaient donc en fin de vie. Donc on dit en soins palliatifs, qui n'arrivaient même plus à ouvrir les yeux. Donc effectivement, ma venue n'avait plus aucun sens. Mais on a aussi des personnes âgées. Ils te préviennent pas avant? Les gens te disent pas avant? Ils n'ont peut-être pas jugé opportun, sinon je ne me serais pas déplacé. Mais il y a aussi des personnes qui sont conditionnées, des personnes âgées, et ça renvoie à quelque chose d'important, parce que nous, en tant que notaires, on est aussi des acteurs qui sont là aussi pour aider les personnes âgées qui sont en situation de dépendance, et parce qu'ils sont aussi dans des situations où il y a un besoin d'accompagnement patrimonial, et on a des personnes âgées qui malheureusement sont conditionnées, et c'est pour ça que nous, on doit vraiment apprécier la situation en ayant un moment exclusif avec la personne concernée. Et si on a le moindre doute, il vaut mieux rester sous la réserve et ne pas acter. Anthony, pour finir, dans un contexte qui est de plus en plus compliqué, où il y a beaucoup de tenants, beaucoup d'aboutissants, t'incarnes le notaire aujourd'hui dans l'émission, mais j'aimerais avoir ta vision à toi. C'est quoi ta vision de l'évolution du notariat? Alors, ma vision de l'évolution du notariat, elle est que notre métier va continuer à évoluer, à s'adapter à la société. On a à un moment, certains acteurs politiques ont évoqué la possibilité que le notariat soit fusionné, par exemple, avec la profession d'avocat. Moi, je défends en tout cas la singularité, l'identité de notre métier, parce que je pense que justement, dans un environnement qui évolue tout le temps, où il y a de plus en plus d'informations, peut-être de désinformation, eh bien, le notaire sera toujours l'acteur clé pour justement donner un cap et un repère dans un environnement qui est de plus en plus complexe et où on a le besoin d'être de plus en plus accompagné. L'institution du notariat. Anthony, merci beaucoup pour tous ces éléments. De coutume chez nous, on aime bien avoir une clé à la fin. Alors, est-ce que tu as une dernière clé à nous donner? Alors, j'espère un jour être la clé pour plein de clients, comme tous les autres notaires. Mais si je devais, plutôt que de donner une clé, donner un conseil, c'est que j'aimerais que les gens qui nous écoutent puissent avoir le réflexe du notaire, plus qu'ils ne peuvent l'avoir aujourd'hui. Prendre conscience que les professionnels que nous sommes pourront toujours conseiller, accompagner et prévenir toute situation qui est d'origine patrimoniale dans toutes les opérations importantes qu'une personne peut vivre. Ne pas s'empêcher d'aller voir un notaire. Moindre question, le réflexe. Réflexe notaire. Merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec toi, de partager. C'est la fin de cet épisode de Ça parle IMO. C'était un plaisir de pouvoir échanger autour du métier du notariat. S'il y a des éléments dans lesquels vous n'avez pas trouvé de réponse, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. On prendra le temps d'y répondre et on se retrouve très vite avec un nouvel expert. Ça parle IMO.